La première fois que j'ai rencontré Léa, c'était chez les parents de Marc, 6 mois avant notre mariage. Marc m'avait prévenu que sa sœur était proche de lui. Très proche. Il m'avait dit qu'elle était protectrice, que ça la allait passer, que ça serait bien une fois qu'on se connaîtrait. Léa est arrivée 20 minutes en retard. Elle portait une robe rouge. Elle avait les mêmes yeux que Marc, mais quelque chose dedans qui n'était pas pareil. Quelque chose qui évaluait. Quand Marc nous a présentés, elle m'a souri avec la bouche. Elle m'a tendu une main froide. Elle a dit « Ah oui, tu es celle dont Marc parle tout le temps ». Ce « tout le temps-là » dit avec cette intonation particulière, comme si c'était une faiblesse de sa part. Léa n'était jamais ouvertement méchante. Ça aurait été trop facile à identifier. Elle travaillait en finesse. Elle laissait échapper une remarque quand Marc n'était pas dans la pièce. Elle corrigeait mes recettes devant ma belle-mère. Elle mentionnait des femmes que Marc avait fréquentées avant moi, dans des contextes qui semblaient anodins. Elle mimait l'empathie quand quelque chose ne se passait pas bien pour moi. Elle disait « Oh, pauvre chérie », avec un regard qui disait autre chose. Elle oubliait systématiquement de m'inclure dans les photos de famille. Et quand les photos étaient prises sans moi, elle les envoyait dans le groupe familial, sans commentaire. Comme si mon absence était normale. Marc était aveugle à tout ça. Il aimait sa sœur depuis l'enfance. Léa avait toujours été la petite sœur fragile, la protégée, la préférée. Je le savais, et je ne voulais pas lui demander de choisir. Je lui parlais parfois de certaines choses. Il minimisait toujours. Il disait que Léa ne le faisait pas exprès, qu'il fallait lui laisser le temps, que c'est difficile pour elle de partager son frère. Partager. Ce mot revenait souvent, comme si j'avais volé quelque chose qui lui appartenait. Et chaque fois que Marc utilisait ce mot, je sentais quelque chose se refermer un peu plus. Pas de colère, juste une conviction grandissante. Que si un jour les choses devaient être dites, ce serait moi qui devrais les prouver. C'est après le repas de Pâques que j'ai décidé d'acheter le carnet. Il était petit, format de poche, couverture vert foncé. Léa avait ce jour-là raconté à toute la table une anecdote qui me mettait en mauvaise position. Une histoire que j'avouais à Marc pendant une de nos premières soirées ensemble. Une confidence d'intime. Elle l'a transformée en blague devant toute la famille. Marc avait ri. Je n'avais pas ri. Mais personne n'a remarqué. En rentrant ce soir-là, j'ai acheté le carnet. Le lendemain matin, j'ai écrit la première entrée. La date, Pâques. Le lieu, maison des parents de Marc. Ce qui s'était passé. Les mots exacts que je me rappelais. Les personnes présentes. Et signature, moi, Noémie Martin. Témoin de ma propre vie. Pendant 1 an, j'ai rempli ce carnet. Méthodiquement. Précisément. Sans émotion dans l'écriture. Juste les faits. Les dates. Les phrases. Les lieux. Les témoins présents. À chaque repas de famille, je souriais normalement. Je participais aux conversations. Je faisais ma part de vaisselle. Je portais les enfants des uns et des autres. Je remerciais pour tout. Et dans ma voiture, en rentrant, je dictais les notes sur mon téléphone, que je retranscrivais le soir dans le carnet. Le carnet contenait maintenant 47 incidents documentés. 47 moments où Léa avait systématiquement travaillé à mon exclusion, à mon humiliation ou à la détérioration de mon image auprès de la famille Marc ou de ses amis. En novembre, Léa a annoncé qu'elle organisait le réveillon de Noël chez elle, cette année, pour toute la famille élargie. Elle avait invité les parents de Marc, les oncles et tantes, les cousins et quelques amis proches. 12 personnes en tout. Marc était ravi. Il adorait ces grandes réunions. Je souriais aussi. Je savais déjà que Léa avait préparé quelque chose. Elle était trop enthousiaste depuis quelques semaines, trop souriante dans ma direction, trop aimable. Quand Léa était trop aimable avec moi, ça voulait dire qu'elle préparait quelque chose de grand. Je me suis assurée que le carnet était dans mon sac. Le soir du 24 décembre. La table était magnifique. Léa avait tout soigné. Les bougies, la vaisselle ancienne, les verres en cristal. La dinde était parfaite. Les entrées aussi. Tout était parfait.
Comme Léa savait faire les choses. Parfaite. Le repas se passait bien. Les conversations allaient de sujet en sujet. Le vent circulait. Les rires étaient vrais. Je participais normalement. Après le plat principal, Léa a apporté la bûche. Elle l'a posée au centre de la table. Elle a regardé autour d'elle avec ce sourire particulier, celui que je reconnaissais depuis 2 ans. Elle a dit « Avant de couper la bûche, j'ai une petite chose importante à dire à tout le monde. » J'ai senti mon cœur battre une fois plus vite, puis se calmer. Léa a dit qu'elle voulait parler d'une chose qui la préoccupait depuis longtemps, qu'elle aimait son frère et que par amour pour lui, elle devait dire la vérité. Elle a regardé Marc. Elle a dit qu'elle avait découvert des choses sur ma situation financière avant notre mariage, que j'avais caché des dettes importantes à Marc, que j'avais menti sur mes revenus, que je n'avais pas été honnête, et qu'en tant que sœur, elle se devait de protéger son frère, même si cela devait causer de la douleur. La table était silencieuse. Marc m'avait regardée avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage, quelque chose entre la confusion et la blessure. Léa avait les yeux brillants, satisfaite. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je n'avais pas envie de faire ce que Léa attendait que je fasse. Elle voulait que je me défende en criant. Elle voulait que je perde le contrôle, que Marc me voie perdre le contrôle, que toute la famille me voie perdre le contrôle. Elle voulait que cette scène reste comme référence. Je n'ai pas bougé pendant 15 secondes. J'ai regardé la table, la vaisselle, la bûche au centre, puis j'ai posé ma cuillère à dessert. Le bruit du métal sur la porcelaine était presque élégant dans ce silence. J'ai ouvert mon sac, lentement. J'ai pris le carnet vert. J'avais attendu ce moment depuis novembre. Maintenant, il était là. J'ai posé le carnet vert au centre de la table, à côté de la bouche de Noël. Léa a regardé l'objet sans comprendre immédiatement. Marc aussi regardait. Je n'ai pas hurlé, je n'ai pas pleuré. J'ai dit simplement que, puisque nous parlions de vérité ce soir, j'avais également quelques informations à partager. J'ai ouvert le carnet à la première page, j'ai lu la date, le lieu, les mots exacts. J'ai tourné la page. 2e incident. 3e. 4e. Les gens autour de la table commençaient à comprendre. Certains reconnaissaient les événements. Je lisais calmement, comme si c'était un rapport professionnel. Léa a dit mon prénom, une fois. Sa voix n'avait plus la même assurance. Marc a tendu la main vers le carnet. Il avait besoin de lire lui-même. Je le lui ai donné. Il a lu lentement, très lentement. Ses yeux se déplaçaient sur chaque ligne. Le 1er incident, le 5e, le 10e, le 23e. Les photos de famille dont j'étais exclue, que Léa avait envoyées dans le groupe. La confidence que Léa avait transformée en blague publique. Les mensonges que Léa avait dit à sa mère sur moi. Tout était là, documenté, date par date. Pendant cette lecture, la table était complètement silencieuse. On entendait le feu dans la cheminée, la neige dehors. Marc a refermé le carnet. Il n'avait pas lu tout. Il n'avait pas besoin. Il a levé les yeux vers sa sœur. Marc a posé le carnet sur la table. Il a regardé sa sœur longtemps, sans rien dire. La table était toujours silencieuse. Quelqu'un avait éteint la musique de Noël sans qu'on sache quand. Léa a essayé de parler. Elle a dit que ce carnet était une manipulation, que j'avais fabriqué tout ça, que j'avais documenté les choses hors contexte. Marc a levé une main. Elle a arrêté de parler. Il a dit « Léa », simplement son prénom, comme quand on met un mot sur quelque chose qu'on ne veut pas encore nommer. Il a dit que certaines de ces choses, il les reconnaissait. Il les avait vues. Il avait choisi de ne pas les voir. Il a dit que ça s'était arrêté ce soir. La belle-mère avait écouté tout ça. Elle n'avait pas parlé pendant toute la scène. C'est elle qui avait le plus contribué à la légitimité de Léa dans cette famille. C'est elle que Léa avait le plus utilisée comme relais de ses rumeurs et demi-vérités. Elle a pris le carnet, elle a lu 3 pages. Elle l'a refermé. Elle a regardé Léa. Elle a dit une seule phrase. Je savais que Léa était jalouse, mais pas à ce point.
Elle a regardé Marc. Elle a dit à son fils qu'il avait une bonne femme. Puis, elle s'est levée. Elle a commencé à débarrasser la table, comme si le verdict avait été rendu, et que maintenant, il fallait continuer à vivre. Léa a quitté la table. Elle a pris son manteau. Elle a dit des choses sur le chemin vers la porte. Des choses sur ma manipulation, sur le complot que j'avais organisé contre elle, sur son amour sincère pour son frère. Marc ne l'a pas suivi. Il est resté assis. Les autres invités ne savaient pas où regarder. La porte a claqué. Dehors, la neige tombait. La maison était restée avec 11 personnes au lieu de 12. La bûche n'était pas coupée. Quelqu'un finalement a dit « Est-ce qu'on coupe le dessert ?» avec une voix qui essayait de remettre quelque chose de normal dans la pièce. Marc m'a regardé. Il a dit « Je suis désolé. » Simplement. Juste ces 3 mots. Les semaines après Noël furent étranges. Marc et Léa ne se parlaient pas. Il lui avait envoyé un message. Il lui avait dit qu'il avait besoin de temps pour comprendre, pour digérer ce qu'il avait lu dans le carnet. Léa avait répondu par un long message où elle se posait en victime, où elle disait que j'avais manipulé toute la famille avec un carnet fabriqué. Marc ne lui avait pas répondu. Sa mère appelait Léa régulièrement. Elle essayait de la reconnecter au reste de la famille, mais sans valider ses accusations contre moi. La belle-mère avait changé. Son regard vers moi avait changé. Pas de grandes déclarations, juste une façon différente de me passer le plat en premier. Les petits gestes qui valent plus que les grands discours. 6 mois après Noël, Marc et moi avions eu des conversations longues, honnêtes, parfois douloureuses. Il m'avait demandé pourquoi je n'avais pas parlé plus tôt. J'avais répondu que j'avoue essayer. Il écoutait différemment maintenant. Léa et lui se reparlaient progressivement. Elle n'avait jamais présenté d'excuses formelles, mais elle avait changé de comportement. Suffisamment pour que les repas de famille redeviennent supportables. La belle-mère m'invitait parfois pour des cafés, seules, toutes les deux. Elle me posait des questions sur mon travail, sur mes projets. Elle voulait me connaître vraiment, pour la première fois. Je posais le carnet vert dans un tiroir. Je ne le fermais pas à clé. Je n'avais pas besoin de le cacher. C'est la différence entre une arme et une preuve. Une arme, on la cache. Une preuve, on la garde au cas où. La famille était redevenue quelque chose. Pas parfait, mais réel. Pas ennemi, mais humain. Et ça, c'était suffisant.